Un essai intitulé Subjectivité et écriture de la diaspora francophone, Maryse Condé, Alain Mabankou et Melchior Bonimpa. Maryse est partie, mais les deux autres sont avec nous ici. Ça va pas tarder. Non, je ne dis pas qu'il doit aller. Personne n'est pressé. Ce n'est pas une... Personne n'est pressé. Non, je ne pensais pas du tout à ça, non. Je suis très heureuse que deux d'entre eux soient là. Donc, c'est dire qu'on va pouvoir encore parler de Maryse par des personnes qui ont des histoires particulières avec elle. L'autrice Bodia Bavidi tente dans son essai de démontrer que les 4 romans, Moi, Tituba sorcière et En attendant la montée des eaux de Maryse Condé, Vers cassé d'Alain Mabankou et Le totem des barandas de Melchior Bonimpa représentent chacun l'évolution de la subjectivité noire. Melchior Bonimpa, que vous inspire cet essai, cette question? Est-ce vrai que ces romans-là représentent chacun l'évolution de la subjectivité noire? Mais avant, pourquoi êtes-vous ici? Il y a longtemps, il y a 46 ans, exactement, j'ai rencontré une dame, une Française de Lyon, qui est devenue mon amie. Une amie de très longue date, comme vous comprenez, et très chère. Et c'est elle qui m'a fait cadeau des 2 tomes de Ségou. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire Maryse Condé. Cette amie, c'est Michel Dubois. Malheureusement, elle vient de décéder. Hier, j'ai reçu un appel de son fils me disant qu'elle venait de décéder. Je lui ai dit que je venais à cet hommage parce qu'elle se souvenait qu'elle m'avait fait le cadeau. Mais je savais qu'elle était très malade et que n'importe quand elle pourrait nous quitter. Donc, Ségou, c'est elle qui m'a donné ça. C'est par Ségou que j'ai commencé à fréquenter, à lire Maryse Condé. Plus tard, j'ai écrit un essai qui porte le titre de L'Afrique, terre de djihad. Et l'une des sources principales, c'est Ségou. Parce que aucun livre ne m'a expliqué la tendance de l'islam, la tendance à convertir par la force. J'ai compris ça. Je croyais que ça pouvait se passer ailleurs qu'en Afrique. Mais après avoir lu Ségou, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas très très longtemps, ça se passait aussi en Afrique. Et donc, ce qui se passe actuellement de façon contemporaine, les mouvements djihadistes, avaient comme des ancêtres, des histoires qui les précèdent et qui ressemblent à ça, pas mal. La destruction du royaume de Ségou, c'est à la suite d'un islam conquérant, tout simplement. Et c'est une façon d'expliquer que pour l'islam, d'une certaine manière, et en fait à partir du début, à partir du commencement, Mohammed c'est un conquérant. C'est pas quelque chose qui est étranger ou qui est nouveau, une aberration nouvelle. Ça appartient à une tradition longue et lourde et large. Et donc, et puis après, troisièmement, c'est les œuvres de Maryse Condé, les 2 qu'elle utilise dans sa thèse Bodia. Évidemment, je les ai lus, mais je les ai lus parce qu'elle les a utilisés dans sa thèse. Je ne les connaissais pas vraiment. J'ai commencé par les lire indirectement en lisant sa thèse, parce que je la connais. Je la connaissais, elle voulait faire sa thèse sur mes œuvres. J'étais gêné parce que c'était comme si elle s'enfermait
Et j'ai dit non. Je pense qu'il vaudrait mieux ouvrir les horizons et prendre d'autres auteurs. C'est comme ça qu'elle a pris Alain. Et Marie Condé. C'est ça. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai accepté de venir parler, de témoigner de mon rapport à Marie Condé, avec tous ces détours. Merci, Melchior. En 2015, une écrivaine et un écrivain noir, le Congolais Alain Mabankou et la Guadeloupéenne Maryse Condé, sont en lice pour le prestigieux prix Man Booker International. Ce prix, remis tous les 2 ans à un écrivain ou une écrivaine écrivant en anglais ou traduit en langue anglaise, ne récompense pas un livre en particulier, mais l'ensemble d'une œuvre. Ni l'un ni l'autre n'a été proclamé lauréat cette année-là. Mais cette nomination nous révèle qu'au même moment, 2 représentants de l'Afrique et de la Guadeloupe attiraient l'attention du monde littéraire international. Alain Mabankou, votre association avec Maryse Condé ne s'arrête pas là. En décembre 2019, Edmond Saal, étudiante en langue et littérature française générale et comparée à l'école doctorale des humanités de Mulhouse en France, soutient sa thèse doctorale sous le titre « Pour une transatlanticité francophone, résilience, solidarité et déterritorialisation », je prends mon temps parce que c'est des mots longs, chez Édouard Glissant, Maryse Condé, Dany Laferrière, Alain Mabankou. Alors maintenant, à votre tour de nous dire pourquoi et l'histoire personnelle. Nous comptez l'histoire. Merci. Merci beaucoup. Ça marche? Il était plus beau. Merci beaucoup. Évidemment, lorsqu'on parle de Maryse Condé, ça m'interpelle beaucoup parce que nous avions une véritable amitié et je la considérais à la fois comme la maman, la grande sœur et je l'avais surprise une fois parce qu'en fait j'ai connu son fils avant de la connaître. Le fils, tout à l'heure il y a eu une lecture, on a parlé de Denis, le fils qu'il avait eu en Afrique. Le nom de ce fils-là c'est Denis Bokolan. Et moi j'étais étudiant à l'université de Paris-Dauphine et j'allais faire des recherches à Beaubourg. Et un jour je vais à l'accueil, c'est ce Denis-là qui était là, il travaillait à la bibliothèque de Beaubourg. Donc il était bibliothécaire là-bas. Et puis, bon, on discutait, je ne savais pas qui il était. Et un jour, je rentre à la maison, bon, je regarde la télé, j'ouvre, chez Bernard Pivot, on reçoit Denis Bokolan. Il venait d'écrire un roman qui s'intitule « Le chien qui fume », je crois, si mes souvenirs sont bons à ce moment. Et c'est là que, pendant que Pivot était en train de parler, j'apprends que c'est le fils de Maryse Condé. Donc il y a eu beaucoup peut-être des choses qui ont fait qu'il s'était éloigné. La mère et la fille, on a senti dans La vie sans phare comment la conception même de la descendance était une question essentielle pour Maryse Condé. Et moi, ça me permet quand même de me dire, la mère est écrivaine ou auteure, et le fils est écrivain, mais ils ne se sont pas entendus. Il y a une sorte de nuage qui est à l'intérieur. Puis, Denis Bokolan est mort. Et voilà, il n'existe plus, il était mort. Et quand j'ai croisé Maryse Condé, mon fils est mort, etc., etc., etc. Puis le fils a disparu totalement. Et un jour, je reçois le coup de fil de Maryse Condé qui me dit, toi qui es aux éditions du Seuil, est-ce que tu ne peux pas faire qu'on puisse rééditer Le chien qui fume de Denis Bokolan? C'est pour ça que je vois que presque
par une sorte de transposition, la mère reconnaissait l'artiste, l'écrivain, mais avait peut-être un hiatus avec la personne en tant que tel, l'individu. Donc, elle était presque la mère de ce créateur qui était Denis Boccolon, et dans ce sens, elle se sentait obligée de sauver l'unique, puisqu'il avait écrit ce roman chez Jean-Claude Lattès, l'unique roman qui aurait pu faire de cet auteur quelqu'un d'aussi important dans la littérature que Maryse Condé. Puis on a gardé cette amitié, on s'écrivait, j'allais le voir aux États-Unis, là où elle enseigne, elle m'invitait dans les classes. Et puis nos destins s'étaient croisés encore, vous l'avez rappelé là, quand on s'est sélectionnés tous les deux au Man Booker Prize à Londres. Donc quand on vous sélectionne dans une liste de 162 personnes, écrivains, qu'on diminue à 13, puis qu'on diminue à 5. Donc on était les 5 finalistes du monde entier. Donc Guadeloupe, Congo, il y avait un Polonais, il y avait un Allemand, on était 5. Mais il faut savoir que pour le Booker Prize, dès que vous êtes sélectionné, même si vous n'allez pas recevoir le prix, on vous paye, je ne sais pas, quand même une somme, on vous invite dans les grands hôtels et chacun a une enveloppe, sauf que le lauréat ou la lauréate aura le pactole. Oui, mais 50 000, je crois. Voilà, 50 000 livres, donc ça fait beaucoup. Vous pouvez aller déjà caresser la barbe du banquier en disant qu'il y a 50 000 qui arrivent. Voilà. Donc on a eu cette sorte d'approche. Elle était déjà en fauteuil. Et moi, j'étais persuadé que c'est elle qui allait remporter ça. Moi, je m'étais dit, bon, moi j'ai encore un peu de temps, parce que tout ça, c'est du 2015, vous avez lu là-bas, 2015, donc ça fait près de 10 ans, voilà. Donc j'étais encore fraîchement, toujours dans mon truc de romancier qui vendait quand même. Elle était vraiment celle qui était la nobelisable. Donc je me suis dit, ces gens du Nobel ne savent pas la vraie littérature, c'est ici qu'elle aura ça. Et finalement, c'est le Polonais là qui l'avait reçu. Et pourtant, tous les deux, on avait raté. Mais je me suis senti obligé d'aller la consoler. De lui dire que je sais que ton œuvre est au-delà de toute étiquette qu'on pourrait apposer pour dire, voilà, ça a été breveté. Ton œuvre est dans le cœur des lectrices et des lecteurs. Ton œuvre, c'est quelque chose qui est éternel. Ton œuvre ne s'arrête pas là-dessus. Et puis quand elle a eu le prix, le Nobel alternatif, voilà, elle m'a fait inviter également. Elle m'a dit, je voudrais bien que tu viennes, voilà, parce que je suis en train de recevoir tel prix. J'ai dit, ben, c'est pratiquement le Nobel qu'elle avait eu. Et enfin, la dernière fois qu'on s'était vu, je pense que elle était venue avec son mari qui était aussi son traducteur, l'américain là. Voilà, c'est par son mari qu'on parlait parce qu'elle avait difficilement. Je voulais l'inviter au festival Étonnant Voyageur et pas Étonnant Voyageur, Atlantide, et c'était vraiment, elle s'affaiblissait au fur et à mesure. Vers la fin, l'élocution était très difficile. L'élocution était très difficile et donc j'avais gardé cette sorte de sentiment proche. Et enfin, ce que je voulais souligner, c'est que c'est par son œuvre, curieusement, que j'ai compris certaines réalités de l'Afrique de l'Ouest. Alors que j'ai lu tous les écrivains africains eux-mêmes parlant de leur histoire, que ce soit les Cheikh Hamidou Kane, les Sebel Ousmane, tout ce monde. Mais dès que vous lisez Ségou, vous sentez qu'il y a une force qui fait toujours que ce sont toujours les fils et les filles et les fils de l'Afrique qui sont partis, qui sont au mieux de parler de l'Afrique. Un peu comme si la feuille qui s'était détachée de l'arbre a volé dans le vent et est allée tomber quelque part et ça a fertilisé quelque chose de fort. Parce que quand vous êtes africain, vous êtes dans le continent, c'est difficile de voir ce qui est dehors. Mais eux, ils ont traversé le voyage. Nous sommes dans une sorte de campement, comme si on était dans l'œuf. On voit le jaune de l'œuf à l'intérieur, mais on ne sait pas que dehors, il y a la splendeur.
et son œuvre apportait cette splendeur au lecteur. Mais c'est même la tradition en fait des écrivains caribéens. C'est-à-dire que dès qu'ils parlent de l'Afrique, j'ai plus tendance à pratiquement à faire confiance à ça parce que je me dis, celui qui a manqué quelque chose est capable de mieux exprimer sa femme. C'est pour ça que vous voyez que la hargne d'Aimé Césaire pour décrire la négritude, son rattachement à l'intérieur, mais si vous voyez aussi les écrivains comme les Daniel Maximin dans L'Isolé Soleil, les Xavier Orville, etc. Même dans une certaine mesure, un de mes grands frères, quand je lisais par exemple La famille Vortex des Jean Métellus, j'avais l'impression que c'est un roman écrit par un écrivain africain qui s'était égaré quelque part. Et c'est ça, cette force qu'avait Maryse Condé, de parler franchement, de parler avec son cœur et de dire vraiment l'Afrique comme elle était. Oh, merci beaucoup Alain. Quel beau témoignage. Merci à ces 6 autrices et auteurs qui nous ont fait revivre un peu de la vie de cette grande dame. Je voudrais vous demander à chacune et chacun de dire un mot, un seul, que Maryse Condé vous inspire. Un. Qui veut commencer? Bon, une phrase, mais courte phrase. Alors. Sur la liberté et un seul mot. Un seul mot. Non, deux, c'est bon. Ça peut même être 3. Mais à la fois, c'est 2 mots. Ça peut être 2 ou 3. Oui. Maryse Condé, je dirais liberté et ancrage. C'est un esprit libre, féroce. Vous savez, quand on a, il y a un moment, il y a quelques années, ces 3 grands garçons écrivains brillants des Antilles ont publié L'éloge de la créolité. Raphaël Confiant, Jean-Bernard Abbé, Patrick Chamoiseau, que j'adore. Et ils ont théorisé la créolité. Donc il y a une façon, donc il y a un discours antillais sur le réel antillais, sur la nature antillaise. Maryse Condé, oui, c'est bien, j'entends bien la créolité. Il dit, mais attention, chacun aussi a le droit de dire sa créolité à sa façon, vous voyez. Donc c'est un esprit libre qui n'accepte pas nécessairement un discours qui serait ambiant. Et ensuite... Comme le président, est-ce que ça se fait 2 phrases? Le micro ne mange jamais. Tu as épuisé la capacité de tes mots. C'est bon, je passe. Moi, je dirais indépendance d'esprit, ça rejoint ce qu'Eden disait, et intransigeance. On a beaucoup loué, hein, et à raison, le rapport qu'elle avait avec l'Afrique. Je l'ai dit moi-même quand je revisite le